Bien avant de devenir une star hollywoodienne, Rory Calhoun était simplement Francis Timothy McCown. Né le 8 août 1922 dans la ville animée de Los Angeles, en Californie. Son prénom fait écho aux racines irlando-américaines de sa famille. Son père, James McCown, était un joueur notoire d'origine irlandaise, connu pour vivre à la limite, prendre des risques dangereux et n'obéir qu'à ses propres règles. Sa mère, Elizabeth Cuthbert, venait d'un milieu plus calme, mais sa vie a été bouleversée par la mort inattendue de James, 10 mois seulement après la naissance de Rory. Cette tragédie précoce a jeté une longue ombre sur l'enfance de Rory. Son Mary Party, Elizabeth a dû recoller les morceaux, faire face au chagrin et à la pauvreté, tout en essayant d'élever seul son fils dans une ville aux rêves brisés. Finalement, elle s'est remariée pour tenter d'offrir à son jeune fils la stabilité dont il avait désespérément besoin. Mais les années de formation de Rory avaient déjà été marquées par la douleur de la perte, l'incertitude de la survie et l'absence douloureuse d'une figure paternelle. Ces cicatrices émotionnelles suivront Rory jusqu'à l'âge adulte et dans les coins sombres d'Hollywood, où l'image publique signifie tout, et où les désirs privés doivent être enterrés profondément. Alors qu'il gravissait les échelons de la célébrité, Calhoun portait un lourd fardeau de secrets. Dans une révélation explosive et controversée, il a nommé plus tard plusieurs acteurs homosexuels qu'il avait secrètement fréquentés, avant d'admettre qu'il leur en voulait profondément. Il s'agissait de relations menées en silence, nées de la passion, mais dissimulées sous la honte, dans une industrie où même les murmures pouvaient détruire une carrière. Le beau rebelle du grand écran avait plus d'une histoire à raconter. Et la vérité derrière la vie privée de Rory Calhoun est bien plus complexe et obsédante qu'on ne l'aurait jamais imaginé. Cependant, ce nouveau chapitre va s'avérer difficile pour Rory. Il prend le nom de famille de son beau-père et se fait appeler Frank Durgan, un changement qui marque le début d'une enfance turbulente. La dynamique familiale est compliquée. Son beau-père aurait été dur et parfois violent. Et cette instabilité a joué un rôle important dans la formation des comportements précoces de Rory et de sa vision de la vie. L'enfance de Rory a été semée d'embûches. La tension émotionnelle et l'absence de soutien parental cohérent l'ont conduit sur un chemin semé d'embûches. Dès son plus jeune âge, il s'est engagé dans des activités délinquantes, notamment des vols et des cambriolages. Ses premiers démêlés avec la justice étaient révélateurs d'une lutte plus profonde, d'une quête d'identité et d'appartenance au milieu du chaos de sa vie familiale. Un incident notable s'est produit alors qu'il n'avait que 13 ans. Rory a volé un revolver. Cette grave infraction lui vaut d'être envoyé à la Preston School of Industry, une maison de redressement pour jeunes délinquants en Californie. L'institution était destinée à corriger les jeunes en difficulté, mais l'esprit rebelle de Rory l'a emporté et il a réussi à s'échapper, démontrant une fois de plus qu'il ne voulait pas être enfermé ou contrôlé. À l'âge de 17 ans, Rory a atteint un point de rupture. Les mauvais traitements infligés par son beau-père étaient devenus insupportables et, dans un acte de désespoir pour échapper à son environnement familial oppressant, il s'est enfui. Seul et déterminé à survivre par ses propres moyens, il s'est mis à câbler des voitures et à commettre des vols occasionnels, notamment dans des bijouteries et en volant des voitures. Ces entreprises risquées ont inévitablement attiré l'attention de la justice, et il a été arrêté et condamné à 3 ans de prison après avoir volé une voiture et l'avoir conduite à travers l'État. Il a passé son temps derrière les barreaux au Centre médical des États-Unis pour les prisonniers fédéraux à Springfield, dans le Missouri, une prison fédérale connue pour héberger des détenus nécessitant des soins médicaux ou psychiatriques. Malgré ce sombre chapitre, la libération de Rory est intervenue juste avant son 21 et anniversaire, marquant le début d'une nouvelle phase de sa vie. Une fois libéré de prison, Rory Calhoun était déterminé à changer de vie, même si le chemin était loin d'être facile. Il a accepté divers emplois manuels et physiquement exigeants, allant de mécanicien à bûcheron, en passant par mineur de roches dures, cowboy, pêcheur et chauffeur de camion. Chacun de ces rôles reflète sa robustesse et sa capacité d'adaptation, des traits qui deviendront plus tard des caractéristiques de son personnage à l'écran. Pendant ces années de dur labeur,
Rory a lentement jeté les bases d'une vie plus stable et plus utile, même s'il était encore loin des projecteurs d'Hollywood. Le tournant dans la vie de Rory s'est produit de manière inattendue. Alors qu'il monte à cheval dans un parc de Los Angeles, il est remarqué par Alan Ladd, un acteur important de l'époque. Ladd a vu en Rory quelque chose de fascinant, un charisme naturel et une présence physique qui laissait présager une célébrité potentielle. Cette rencontre fortuite a ouvert la porte de l'industrie du divertissement, offrant à Rory un nouveau départ et l'occasion de se redéfinir. Sue Carroll, une agent hollywoodienne respectée, a joué un rôle essentiel dans le lancement de la carrière d'acteur de Rory. Elle lui fait passer un test à la 20th Century Fox, l'un des principaux studios d'Hollywood. Ses premiers rôles au cinéma sont modestes et non crédités, notamment dans des films comme Something for the Boys, 1944, et Sunday Dinner for Soldiers, 1944, ainsi qu'un bref rôle dans une production de Laurel et Hardy. Ses premiers rôles, bien que mineurs, ont permis à Rory d'acquérir une expérience précieuse sur les plateaux de tournage et de se familiariser avec les rouages de l'industrie cinématographique. Le premier rôle crédité de Rory est apparu en 1945 dans le film The Bullfighters, où il était encore présenté sous le nom de Frank McCown. Peu après, il est engagé par Henry Wilson, un employé du légendaire producteur David O. Selznick. C'est sous l'influence de Selznick qu'il reçoit le nom de scène de Rory Calhoun, un surnom qui deviendra synonyme de charme robuste et d'attrait pour les premiers rôles. Cependant, l'ascension de Rory est temporairement interrompue en 1945 lorsqu'il est renvoyé en prison pour avoir agressé un détective. Un rappel de son passé turbulent qui continue à jeter de l'ombre sur sa carrière prometteuse. Sans se décourager, Rory revient à la comédie avec une attention renouvelée et décroche son premier rôle notable dans le thriller The Red House en 1947. Un film qui met en évidence sa capacité à transmettre l'intensité et la noirceur de la masculinité. La même année, il apparaît également dans Adventure Island et That Hagen Girl, ce qui lui permet d'asseoir progressivement sa réputation à Hollywood. En 1948, Rory joue dans Miraculous Journey, qui connaît un succès important et contribue à faire de lui une star rentable. L'année suivante, il apparaît dans 2 westerns, Massacre River et Sand, consolidant ainsi sa place dans le genre western, une catégorie qui définira une grande partie de sa carrière. Les années 1950 marquent une période prolifique pour Rory Calhoun, avec un mélange de rôles principaux héroïques et de rôles occasionnels de méchants. Dan's Return of Frontiersman, en 1950. Il joue son premier rôle négatif, révélant sa polyvalence en tant qu'acteur. La même année, il joue dans Country Fair, où il tient le rôle principal et met en valeur sa présence affable à l'écran. Sa filmographie tout au long de la décennie comprend une variété de genres, tels que des comédies musicales comme Meet Me After the Show, 1951, des westerns comme Rogue River, 1951, des drames romantiques comme I'd Climb the Highest Mountain, 1952, et des films biographiques comme With a Song in My Heart, 1953. Il apparaît également dans des films emblématiques tels que How to Marry a Millionaire, 1953, qui élargissent son attrait au-delà des westerns. Au milieu des années 1950, la présence de Rory se fait sentir dans des films tels que River of No Return, 1954, aux côtés de Marilyn Monroe, The Yellow Tomahawk, 1954, A Bullet is Waiting, 1954, The Spoilers, 1955, Raw Edge, 1956, The Hired Gun, 1957, et Ride Out of Revenge, 1958. Chaque rôle renforce son image d'acteur principal fiable dans des films d'action, d'aventure et romantique. À l'aube des années 1960, Rory étend sa carrière à l'échelle internationale et continue de jouer dans des films d'aventure et historiques tels que Thunder in Carolina. 1960, Les Peak the Colossus of Rhodes. 1961, The Treasure of Monte Cristo. 1961, il tient des rôles passionnants dans Marco Polo. 1962, The Young and the Brave.
1963, At a Patch Rising, 1965, qui témoignent de son attrait durable et de sa versatilité. Des films comme Nos hommes à Bagdad, 1966, et L'Emeraude d'Artatman, en 1969, témoignent de sa volonté d'explorer des thèmes et des lieux cinématographiques divers. Dans les années 1970 et 1980, Rory Calhoun a joué dans une série de films cultes et de films de genre, s'adaptant ainsi à l'évolution du cinéma. Il a joué dans Night of the Lepus, 1972, un film d'horreur de science-fiction qui est devenu culte malgré des critiques mitigées. Plus tard, il a joué dans Motel Hell, 1980, une comédie d'horreur devenue depuis un classique culte. Ed Angel, 1984, ainsi que dans Hell Comes to Frogtown, 1989, qui combine action, science-fiction et satire. Le dernier rôle de Rory au cinéma a été joué en 1992 dans Pure Country, où il a interprété Ernest Tucker, un patriarche et éleveur de bétail. Ce rôle convenait parfaitement à un acteur dont la carrière était profondément liée au thème de l'Ouest et de l'Amérique rurale, fermant symboliquement le chapitre d'une carrière longue et variée. La vie personnelle de Rory Calhoun a été aussi mouvementée et complexe que sa carrière prolifique à Hollywood. Au fil des ans, il s'est marié 3 fois et ses relations ont souvent attiré l'attention de la presse et des fans. Son premier mariage fut avec Lita Baron, chanteuse et actrice, qu'il épousa en 1948 et qui dura plus de 2 décennies, jusqu'à leur divorce en 1970. Rory et Lita ont eu 3 filles, Cindy, Tammy et Lori. La vie de famille durant ces années est toutefois compliquée par la réputation de coureur de jupons notoire de Rory, qui finira par être révélée au grand jour. Lorsque Lita Baron a demandé le divorce en 1970, elle n'a pas hésité à révéler les raisons de sa séparation. Dans ses documents juridiques, elle cite plusieurs femmes avec lesquelles Rory a eu des relations extra-conjugales, l'une des plus célèbres d'entre elles étant la légendaire actrice Betty Grable. La plainte de Baron affirme que Calhoun a eu des relations adultères avec 79 femmes pendant leur mariage, un chiffre qui brasse un tableau saisissant de la vie de Rory en dehors de l'écran. Le chiffre en lui-même est frappant. Mais la réaction de Calhoun à cette accusation est encore plus révélatrice de sa personnalité et de son attitude. Il a répondu par une célèbre boutade « Heck! She didn't even include half of them », révélant ainsi non seulement une acceptation franche de son célèbre comportement de coureur de jupons, mais aussi une approche quelque peu cavalière de ses escapades amoureuses. Après son divorce d'avec Lita Baron, Calhoun a épousé la journaliste Sue Rhodes en 1971. Ce second mariage a été marqué par une dynamique relationnelle plus tumultueuse. Sue Rhodes, une femme intelligente et ambitieuse, est devenue une figure importante dans la vie de Calhoun. Ensemble, ils ont eu une fille nommée Rory, d'après le nom de son père, ce qui symbolise un lien unique. Cependant, leur relation est loin d'être harmonieuse. Le couple a divorcé en 1979, mais s'est remarié en 1982, ce qui montre qu'en dépit de leurs difficultés, ils souhaitaient se réconcilier et maintenir leur lien familial. Ce second mariage avec Rhodes, bien qu'il ait duré moins longtemps que le premier, reflète un chapitre différent de la vie personnelle de Calhoun. Un chapitre qui semble équilibrer l'amour et le conflit. Outre ses enfants avec Baron et Rhodes, Rory Calhoun a également eu une fille avec l'actrice Bettina Marcus, ajoutant ainsi de nouvelles couches à son histoire personnelle compliquée. Leur fille, Athena Marcus Calhoun, a porté l'héritage de 2 figures d'Hollywood, mêlant les vies de ses parents qui étaient tous 2 plongés dans le monde du spectacle. Cette relation, bien qu'elle n'ait pas été officialisée par un mariage, a joué un rôle important dans la vie de Rory, marquant un autre lien important est l'extension de son arbre généalogique. Tout au long de sa vie et de sa carrière, Rory Calhoun est resté un homme en proie à d'intenses contradictions, à la beauté robuste et à l'indépendance farouche, mais également accablé par des secrets qu'il gardait sous clé. Dans un récit choquant et profondément personnel, qui aurait été écrit à la fin de sa vie, mais n'a jamais été officiellement publié.
Rory Calhoun aurait avoué avoir eu plusieurs relations clandestines pendant l'âge d'or d'Hollywood, en citant deux des stars masculines les plus emblématiques de l'époque, Marlon Brando et Rock Hudson. Mais au lieu de se souvenir de ses liaisons avec tendresse, Calhoun aurait révélé une histoire compliquée et chargée d'émotions, affirmant que ces deux hommes étaient parmi ceux qu'il détestait le plus. Non seulement pour l'enchevêtrement de secrets et de honte dans lequel ils naviguaient tous, mais aussi pour les trahisons personnelles et les jeux de pouvoir qui se déroulaient derrière des portes closes. Les liens entre Calhoun et Marlon Brando auraient commencé au début des années 1950, à une époque où les deux acteurs étaient des stars montantes à la réputation de mauvais garçons. Selon des mémoires inédits, Calhoun et Brando se sont d'abord liés par leur amour commun des motos, du whisky et de la rébellion contre le conformisme des studios. Mais sous ce vernis de machisme, il y aurait eu une relation sexuelle privée et intense, aussi explosive que déroutante. Calhoun a décrit Brando comme un ouragan, sauvage, indomptable et cruel quand il le voulait. Selon lui, la liaison était entachée par les tendances manipulatrices de Brando, sa froideur émotionnelle et son besoin constant de contrôle. Bien que Calhoun ait admis avoir été attiré par le charme magnétique et l'assurance sexuelle de Brando, il a également écrit avec amertume qu'il s'était senti utilisé et écarté. Marlon pouvait séduire n'importe qui, aurait écrit Calhoun. Mais une fois qu'il vous tenait, il vous recrachait comme si vous étiez des nouvelles d'hier. Ils finirent par s'éloigner l'un de l'autre, publiquement comme des rivaux, en privé comme des amants blessés. Et Calhoun ne pardonna jamais à Brando les dommages psychologiques qu'il dit avoir subis. Sa relation avec Rock Hudson est encore plus complexe. Calhoun prétend que leur liaison secrète a commencé lorsque les deux acteurs étaient sous contrat avec Universal et partageaient un entraîneur à la salle de sport du studio. Contrairement à Brando, Hudson est décrit par Calhoun comme un homme doux et réservé sur le plan émotionnel, cachant sa véritable personnalité sous une façade de masculinité toute américaine. Leur relation privée était marquée par le secret, la compréhension mutuelle et le désespoir tranquille de deux hommes essayant de vivre une vie authentique à une époque où une telle honnêteté pouvait détruire une carrière. Mais malgré leur lien initial, Calhoun affirme que leur relation a tourné au vinaigre lorsque Hudson l'aurait dénoncé. En toute confiance à un directeur de studio au cours d'une lutte de pouvoir pour un rôle dans un film. Cette trahison, selon Calhoun, était l'acte de lâcheté ultime. Un geste qui lui a fait voir Hudson non pas comme une victime de la machine hollywoodienne, mais comme un complice de ses pratiques les plus impitoyables. Rock portait le masque mieux que quiconque, aurait écrit Calhoun, et il était prêt à laisser tomber n'importe qui d'autre tant qu'il le gardait en place. À l'époque où Calhoun a écrit ses réflexions privées, il était un homme plus âgé, désillusionné non seulement par Hollywood, mais aussi par les personnes en qui il avait autrefois le plus confiance. L'amertume de son ton lorsqu'il évoque Brando et Hudson n'est pas seulement liée au secret de leur liaison. Elle provient d'un profond sentiment de douleur, de trahison et du coup émotionnel d'une double vie. Il les détestait, pas nécessairement pour ce qu'ils étaient, mais pour ce qu'ils lui rappelaient. Une époque où la survie passait par le silence, où l'amour était un champ de bataille, mené derrière des portes verrouillées, et où même les liens les plus intimes pouvaient être instrumentalisés. Rory Calhoun, la star à la beauté robuste d'innombrables westerns et un visage familier du cinéma et de la télévision des années 1940 aux années 1980, est décédé le 28 avril 1999. Son décès est survenu au Providence St. Joseph Medical Center à Burbank, en Californie, un établissement bien connu pour soigner de nombreuses célébrités au cœur de l'industrie du divertissement. Au moment de son décès, Calhoun avait 76 ans et luttait depuis plusieurs années contre d'importants problèmes de santé. Les causes de sa mort sont des complications liées à l'emphysème et au diabète, deux maladies débilitantes et chroniques qui ont progressivement érodé sa santé au cours des dernières années de sa vie. L'emphysème, un type de bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, affecte gravement la fonction pulmonaire et est souvent associé à un tabagisme de longue durée, ce qui n'était pas rare chez les stars hollywoodiennes de l'époque.
La maladie aurait rendu la respiration de plus en plus difficile pour Calhoun, contribuant probablement à diminuer sa qualité de vie dans les dernières années de sa vie. Dans le même temps, le diabète, un trouble métabolique qui altère la capacité de l'organisme à réguler le taux de sucre dans le sang, a pu aggraver ses difficultés physiques, entraînant une détérioration progressive de son état de santé général. La prise en charge de ces deux pathologies aurait nécessité des soins médicaux fréquents, des régimes médicamenteux stricts et peut-être même des hospitalisations au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Pendant la majeure partie des années 1990, Calhoun s'est tenu à l'écart de l'attention du public, se retirant dans une vie plus tranquille, loin des projecteurs d'Hollywood. Bien qu'il n'apparaisse plus dans de nouveaux projets, son héritage a perduré grâce aux rediffusions de sa série télévisée classique The Texan et des nombreux films de western qu'il avait rendus célèbres des décennies plus tôt. Ceux qui l'ont connu personnellement se souviennent d'un homme complexe, charismatique, farouchement indépendant, parfois capricieux, mais toujours profondément passionné par son métier. Sa mort a marqué la fin d'une époque pour les fans de l'âge d'or des westerns. Avec sa mâchoire carrée, son assurance et son charme caractéristiques, Rory Calhoun a incarné la quintessence du cowboy américain à l'écran. Il se tenait debout parmi des légendes telles que Randolph Scott et Joel McCrea, et même si son nom n'est pas aussi connu du jeune public, il était vénéré par les aficionados de l'Hollywood classique. Conformément à ses souhaits, Calhoun a été incinéré après sa mort. Il a laissé derrière lui plus de 80 films, une vie personnelle mouvementée mais riche en histoire, et la réputation d'être l'une des dernières stars authentiques de l'Ouest d'Hollywood. Son décès a été annoncé dans les publications de l'industrie et pleuré discrètement par ceux qui ont suivi sa carrière et admiré sa résilience, tant à l'écran qu'en dehors.